Crème de la crème, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on s'est posé avec Lucas dans notre laboratoire pour élaborer quelques questions sur des choses dans lesquelles toi tu es plus expert, sur tes spécificités. Et donc, on t'a préparé quatre questions qu'on va te poser. C'est un peu comme la roulette du SEO, là, mais par contre, elles sont choisies du coup. Et la Ok. première, donc c'est un peu basé sur tes contenus, sur ta formation aussi, SEO à high level. D'ailleurs, on mettra le lien dans la description parce que c'est très connu dans la sphère du SEO, beaucoup en parlent. Et moi, toutes les personnes qui l'ont fait m'ont dit que du bien. Donc on Cool. mettra le lien dans la description. Et ma première question, qui est très simple, c'est vraiment un pur basique du SEO. Quelle est toi ta reco, ton secret, ta méthode pour faire une bonne recherche de mots-clés en 2025? C'est tout simple. Alors, la recherche de mots-clés, ça va dépendre de, de ce qu'on a à vendre en fait. Il y a différentes approches, hein. Il y a, on va dire, une recherche de mots-clés pour le mec qui a pas encore, qui part vraiment de l'intention de l'utilisateur pour essayer de créer une offre, un service, un produit à partir de cette intention-là. Donc là, effectivement, il va falloir euh, euh, comment s'appelle, faire une recherche, un vrai brainstorming, aller dans les différents outils, prioriser, mais se méfier quand même. D'ailleurs, ça j'avais bien aimé, vous aviez sur un précédent podcast un invité qui avait expliqué qu'il avait exporté la liste des mots-clés de ses clients, c'était une agence je crois, et qui avait certes, en fait, les outils, comme on se base tous sur Google AdWords, parfois on a des volumes à zéro, mais alors qu'en fait ces volumes-là, ils ne sont pas du tout à zéro dans les faits. Donc voilà, faire preuve un petit peu de discernement là-dessus. Donc on peut se baser sur les outils, mais il va y avoir également un autre, bah, on va reprendre l'exemple, mais il va se dire mais pourquoi on parle de moi, Loïc, par rapport à Decathlon. Decathlon, typiquement, eux, ils sont les seuls à avoir leur propre référence produit. Donc eux, ça sert à rien. Il n'y a pas de recherche de mots-clés à faire pour eux sur leur produit à eux. En fait, ils ont toute une partie où ils sont les seuls, c'est les seuls à avoir ce nom, etc. Donc voilà, c'est terminé. Là-dessus, ça va être que sur la partie, on va dire, plus ouais, l'intention commerciale ou plus thématique autour du mot-clé global. Par exemple, trottinette, trampoline, tapis de yoga, etc. Donc, pour faire une bonne recherche de mots-clés, moi, ce que je recommande, c'est de connaître l'historique autour du mot-clé, de sentir ce mot-clé, de savoir, d'analyser la SERP. Pour moi, l'analyse de la SERP, c'est quelque chose d'essentiel. Savoir quelles sont les forces en présence, depuis combien de temps elles sont là. Euh, voilà, ça va nous permettre de vraiment savoir qui sont les sites, quelle est l'intention en fait au niveau de la SERP. On va comparer les autres contenus. Ça, pour moi, voilà, l'analyse de la SERP, c'est le meilleur moyen d'analyser un mot-clé. Pour rechercher du mot-clé ensuite, on pas besoin de se limiter à Google finalement, pas besoin. On peut aller sur Google, mais sur les Google Suggest, sur les recherches associées, on peut aller sur Amazon Suggest, on peut aller sur les Suggest autour de YouTube, on peut aller chez Bing, on peut aller sur eBay également. On peut voilà, rechercher plein d'idées de mots-clés dans plein d'endroits différents. Le plus important, comme disait Lucas juste avant, c'est de vraiment utiliser les mots-clés que les gens cherchent. Et ça, moi, je l'ai déjà eu. Tu discutes avec un professionnel, tu lui dis, mais moi, j'aimerais bien tel truc, j'en sais rien. Ouais, une sorbetière, par exemple. Une sorbetière pour faire des glaces. Parce que dans ta tête, tu te dis une machine pour faire des glaces, c'est une sorbetière. Ben, en fait, non. Ça s'appelle une turbine à glace. Et tu as les turbines à glace horizontales et verticales, etc. Mais moi, je m'en fous. En fait, moi, dans ma tête, c'est une sorbetière. Même si je veux faire de la glace, c'est une sorbetière. Donc, je ne vais pas essayer de forcer en disant, voilà, non, techniquement, c'est pas une sorbetière, c'est une turbine. Et ben, je vais essayer de rester focus sur, malgré tout, le mot-clé que le client utilise. Il y a un autre truc, c'est que parfois, euh, il va y avoir des gens qui vont chercher aussi des noms de concurrents. Et donc là, là-dessus, il y a une partie un petit peu fine à jouer parce qu'on ne peut pas évidemment parasiter, enfin il y a des conséquences légales si on le fait, mais il y a peut-être un deuxième champ de bataille qui s'ouvre au niveau des blogueurs justement qui vont être là, qui eux vont être des tierces parties pour pouvoir dire bon ben j'aimerais bien que voilà contrôler un peu le contenu et ça me permet d'aller me positionner sur la marque du copain sans griller mon site directement parce que là-dessus, voilà, ça peut être une lettre d'avocat ou des trucs comme ça. Donc
Voilà, passer comme ça. Et sinon, sur la recherche de mots-clés, bon, il y a les trucs classiques, hein, les trucs connus, les in title, all in title, diviser ça pour avoir le keyword golden ratio. Il y a également regarder le nombre de résultats. Mais moi, vraiment, voilà, j'ai deux approches. Soit je vais analyser une SERP vraiment en détail en regardant qui sont les forces en présence, soit je vais ben voilà, plutôt faire du brainstorming et aller regarder euh, voilà, sur des sites pas forcément ceux de Google, et je teste parfois même des volumes à zéro, ben je teste parce que ça vaut le coup. Ouais, hyper intéressant cette approche. D'ailleurs, est-ce que tu utilises un outil spécifique ou tu es en mode, quand tu dis brainstorming, ok, mais est-ce que par exemple tu complètes avec un outil, genre Ahrefs, Text Guru, est-ce que tu es team d'outils? Alors, sur l'analyse de la SERP, nous, à IC Observer, on a un truc, hein, le Keyword Competition Checker, on l'a sorti. C'est un truc qui est beaucoup apprécié par les utilisateurs. Sinon, pour les idées de mots-clés, généralement, en fait, moi, j'ai une approche. Généralement, il y a beaucoup de gens qui cherchent un max d'idées de mots-clés. Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils se passent la corde au cou quand ils font ça. Ils vont se dire, ah c'est bon, j'ai 5 000, 30 000 idées de mots-clés et tout. Et moi, en fait, c'est exactement l'inverse que j'essaie de faire. J'essaie de réagréger les mots-clés. Et pour réagréger les mots-clés, la méthode la plus simple, la plus rapide et la moins chère, c'est tout simplement d'observer les top URL des concurrents ou des sites qui sont déjà placés là-dessus, parce que ça permet en fait de voir. On a un exemple concret de comment Google a réagrégé ça. Je prends un exemple. Vous prenez une thématique voyage. Vous allez dire voyage Sicile. Vous allez prendre le top 10 des URL sur voyage Sicile et vous allez prendre tous les mots-clés de toutes ces URL-là. Voilà. Donc en fait, si vous analysez la liste de tous ces mots-clés-là, vous allez avoir toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Voyage Sicile en 15 jours, voyage Sicile 4 jours, 15 jours, une semaine, 3 semaines, en hiver, en été, etc. Et en fait, on va pouvoir dégager des thèmes. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que je prends mes 3000, 4000, 5000, 10 000 mots-clés, je les passe dans une IA et je dis, donne-moi les thèmes qui sortent. Et ça me donne directement mon guide de rédaction. Et en fait, je sais que là-dessus, sur ces 10 URL, quand je prends la liste de tous les mots-clés de ces 10 URL-là, je vois en fait les thèmes connexes et comment est-ce que Google réagrège ces choses-là. Et je peux vous dire un truc, c'est que voilà, voyage Sicile, ça va être de la durée, de la saison, des endroits en est, en sud, etc. Ça va être des prix, des hôtels, des restaurants, et à la fin, en gros, je vais me retrouver, à partir de 5000 mots-clés, je vais me retrouver avec 10 grands mots-clés ou 10 thèmes en fait à aborder à peu près. Et c'est pour ça, à mon avis, il faut absolument sortir le fait que les outils SEO nous inondent de mots-clés. Regardez, j'ai 5 milliards, j'ai 12 trilliards de mots-clés. Non, en fait, moi, il me faut un truc très très concret pour que les gens ils puissent savoir sur quoi ils vont mettre leur effort. Donc ça, c'est mon approche. En fait, pour moi, une analyse de mots-clés, c'est une analyse qui est limitée, où il n'y a pas beaucoup, en fait, où je ne vais pas perdre mon énergie là-dedans. Je trouve aussi, tu vois, et tu l'as bien souligné, l'analyse de mots-clés, c'est éviter de faire comme tout le monde ou de dupliquer la méthode qu'utilisent la plupart des gens, qui est typiquement d'aller sur un outil de mots-clés, mettre un mot-clé de départ et tirer 10 000 mots-clés. Mais du coup, en fait, tu es juste en train de viser exactement la même chose que tous ceux qui ont fait la même chose que toi. 80% des gens font la même méthode, donc c'est grillé, tu vas rien avoir de spécial et ça va être difficile en plus souvent de te positionner et de vraiment saisir quel est l'intérêt business derrière certains de ces mots-clés. Ouais, je suis d'accord. Point hyper important. On en avait parlé avec l'épisode de Romain, c'est exactement ce que tu dis, Kevin, que le fait des fois, simplement, t'as pas la data sans que tu l'aies vu, tu vois. Il y a plein de mots-clés, effectivement, qui apparaissent à zéro de volume de recherche. Et moi, souvent, j'aime bien les appeler, tu vois, les petits poulains qui deviennent des chevaux sur le terrain, parce que c'est des trucs, des fois, c'est très technique. Et Romain, tu vois, sur le cas d'Agicap, il se disait, si on les avait pas couverts, si on les avait payés, on n'aurait pas eu la data, est-ce que ça fonctionne? Et des fois, certes, il y a un volume, un trafic qui est beaucoup plus faible, mais c'est un trafic qui convertit 3 fois plus, tu vois. Donc au final, c'est un bon bet. Et c'est vrai que c'est intéressant de se décorréler, voilà, ces numéros de recherche mots-clés, parce que en plus, les outils, c'est leur dernière prio, hein, tu vois, de mettre à jour les volumes sur chaque mot-clé. Imagine, ils feraient ça toute la journée, ça changerait leur typologie. Et puis tu as aussi, donc,
as aussi les fake volumes. Tu as Ouais, aussi les gens aussi. qui vont. Voilà, on Aussi, connaît cette totalement. histoire. donc, ouais, faut se Donc, découvrir du côté outil, faut se méfier. reprendre le cerveau, le business de ton client et de partir de, C'est ça. effectivement, comme tu l'as très bien dit, de qu'est-ce que tu veux vendre. Mhm, mhm. Et en plus, Kevin, tu parlais avant de SEO local. Alors, tu donnais un exemple en maillage interne. Pas tout à fait du SEO local, mais un site, Mhm. je sais pas, un artisan qui va travailler dans différentes villes. Tu vois, tu vas regarder, je sais pas, alors pas plombier, parce que ça, il y a énormément de recherches, mais tu vois, moi j'avais un installateur de panneaux solaires. En fait, tu regardais les mots-clés. Si tu regardes sur des outils de mots-clés, installateur panneaux solaires Colmar, en fait, tu trouvais rien. Et pourtant, en fait, c'était Et ben voilà. un des trucs qui ramenait En le fait, plus tu de l'as clients, déjà. quoi. Tu as déjà, en fait, dans des cas comme ça, tu sais déjà, tu vas avoir installateur de panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, panneaux thermiques, hein, et tu vas avoir les différentes villes. Et sur ces villes-là, tu sais qu'il faut que ton contenu il soit où tu montres les photos de tous tes chantiers parce que là, ça va être on repart sur les conversions clients. Donc, il faut des éléments de réassurance, il faut que les gens ils puissent te contacter facilement. Mais en fait, là, il y a même pour moi la recherche de mots-clés, elle est déjà faite là-dessus. Ça va être les zones où tu peux intervenir, ça va être les produits que tu vends, un mix des deux, terminé. Tu n'as pas besoin d'outils SEO, c'est gratuit. Et conseil gratuit en plus, donc là, profitez-en. C'est gratuit sur Très Position bien. 0, c'est la maison, c'est offert par la maison. Il faut juste un cerveau et c'est bon. C'est ça. Et du coup, on va te poser la deuxième question, qui est une question sur vraiment une de tes grosses spécialités, hein, qui est le netlinking. Mais du coup, on en profite peut-être pour refaire un petit mot, pour remercier encore une fois le sponsor de la vidéo, qui est Linkuma. Kevin, il me semble que tu utilises aussi. En tout cas, Linkuma, une plateforme de liens pour trouver des liens à très bon prix. Accompagnement, possibilité de déléguer aussi. Donc, n'hésitez pas à aller vers eux. Je les ai Et Kevin, recommandés à un ami qui me demandait, qui me disait mais machin, le linking, comment je fais et tout. J'aurais dit écoute, va les Pas sur voir. Linkuma. Et très content. Voilà, exactement. Surtout sur l'aspect accompagnement en fait. Ça lui a beaucoup plu parce que mon pote ne faisait absolument pas de SEO, il était que sur des ads. À Maurice, il y a beaucoup de gens qui sont très très spécialisés sur les ads. D'ailleurs, son site, il rankait déjà un petit peu, pas trop mal, sur certains mots-clés. Avec, là pour le coup, je le sais et je suis au courant et j'ai vu Search Console et tout, zéro backlink, mais vraiment zéro, aucun. Et uniquement avec le trafic. Et le trafic issu des ads. Alors il y a des gens qui font le raccourci, qui disent ouais, si je fais des ads, je rank bien, mais en fait non, c'est la question de trafic. Si je fais des ads, j'ai du trafic et le trafic me fait ranker. Donc voilà, lui je l'ai envoyé vers Linkuma et ça s'est très bien passé. nickel. Merci pour ce petit retour. Et du coup, toi maintenant, en dehors de cet ami, tu vois, sur un milieu concurrentiel, c'est quoi la stratégie de netlinking que tu conseillerais? Linkuma. Ma strat- Tout le temps. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Linkuma. La stratégie alors, c'est simple. Il faut avoir les mêmes liens que les autres et d'autres liens que eux n'ont pas. Voilà, ça c'est tout. Donc, ce qu'il faut avoir évidemment, un lien, il a différentes dimensions. Il y a l'aspect est-ce qu'il est trusté par Google? On sait que les sites Google News, ils ont quand même un petit truc en plus aux yeux de Google. Ils sont un petit peu whitelistés, on va dire. Il y a des différents indices qui existent, que ce soit chez Ahref, le DR, UR, etc., Majestic, TFCF, etc. Ça, c'est quand même pas mal pour qualifier un petit peu si le lien si la page depuis laquelle on fait le lien, elle est de bonne qualité ou pas. Il y a aussi quelque chose qui est pas mal, mais qui à mon avis permet de voir un tout petit peu un trop faible échantillon, c'est est-ce que le lien est positionné ou pas. Mais bon, il y a plein de liens qui envoient énormément de puissance et qui sont positionnés sur rien du tout. Donc ça, je pense qu'il faut quand même un petit peu se méfier. Là-dessus, voilà. Moi, ce que j'aime bien, le truc, alors, il faut définir domaine concurrentiel. Parce que domaine concurrentiel, si c'est casino, là, on est dans une autre dimension. Hein. On est sur du hack, on est sur ce genre de choses-là. Sinon, allez, on va dire du concurrentiel, semi-concurrentiel. Je vais essayer d'avoir des liens en rencontrant des gens humainement, physiquement en fait. Plutôt que de faire la même chose que tout le monde, je vais essayer en fait d'avoir les liens que les autres ne pourront pas avoir. Parfois je vais discuter avec quelqu'un, ah toi tu fais quoi, tac, machin. Si je vois que les choses elles sont un petit peu complémentaires, ça peut créer un lien et celui-là, c'est impossible, les autres ne peuvent pas l'avoir, ne peuvent pas. Donc ça, il y a cet aspect-là. Évidemment, l'achat de liens, ça reste aujourd'hui en 2025 une base quand même standard, mais
Voilà, il faut aussi se distinguer avec des liens aussi. Parfois, il y a un truc, on parle de domaine concurrentiel, parfois ça vaut aussi le coup de racheter des sites. Des petits sites qui ne sont pas monétisés ou mal monétisés, racheter des blogs, des trucs de passionnés et tout. Ça peut valoir le coup de racheter et de faire un lien et d'entretenir le truc rien que pour le lien en lui-même. Voilà, et puis ensuite, ça va être mettre le lien partout où on peut. Là, il y a le retour en force de la stratégie sur les forums, en fait. Finalement, je vais aller sur un forum, je vais poster mon message, j'attends un petit peu, on me répond, j'attends un petit peu, et puis dans 2 semaines, je vais éditer mon message, je mets mon lien, tac, ni vu ni connu. Ça marche bien, ça marche, hein, on voit les résultats. Je ne baserai pas toute ma stratégie uniquement là-dessus, mais ça marche. Ça marche et les résultats, ils sont là et ils parlent pour eux-mêmes. Il faut juste vérifier que le lien, il va quand même être crawlé régulièrement. Donc là, il faut lui faire en sorte que le lien ne soit pas perdu dans les tréfonds du forum. Voilà, en gros, voilà, en 3 minutes, le truc global par rapport au lien, parce que sinon, on pourrait en parler pendant des heures. Comme tous les sujets, effectivement. Ouais, exactement. Tu as parlé de certains indicateurs, DR, UR, TF, CF. Si tu devais en garder qu'un, tu choisirais lequel? Alors ça, c'est une excellente question, parce que moi, en fait, J'adore cette question. En fait, il y a. Ouais, et en fait, moi, justement, je me bats pour pas qu'il y en ait qu'un seul. Parce que je prends les métriques Majestic que je connais très bien. Le problème, c'est que les gens ils disent ouais, le trust flow, il est comme ci, il est comme ça, etc. Mais en fait, le trust flow, et ça, les gens n'en ont pas conscience, il est représentatif à partir d'un certain nombre de domaines. C'est-à-dire que ton trust flow ou ton machin, il peut varier énormément quand tu as simplement 10 referring domaines, 20 referring domaines. Mais quand tu peux vraiment le faker facilement. Mais quand tu commences à avoir 200, 300, 500 referring domaines, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais alors du coup, à peu près chaque métrique séparément peut se faker. Hein. Je vais dire peut-être, et je sais que même ça, en disant ça, ça ne marchera pas forcément, mais si je devais garder qu'un seul indicateur, ce serait celui qui est le moins facilement fakeable, ça va être le nombre de referring domaines dofollow différents. Voilà, ça, là, on commence à être sur quelque chose de difficilement. Enfin non, c'est manipulable, hein, c'est même facile. Enfin, c'est manipulable, mais c'est quand même, ça devient coûteux en fait. Ou sinon, le nombre d'IP référentes. Mais le problème avec les IP référentes, c'est qu'on n'a pas les IP dofollow. Et les IP référentes, il suffit que ton site il soit agrégé sur 50 sites différents. Et donc là, du coup, ça va péter ton indicateur. Mais voilà, le nombre de referring domain dofollow différents, ça, à mon avis, c'est un bon indicateur. Et ensuite, derrière, tu vas qualifier ça avec, moi, j'aime bien TFCF, mais ça peut être également d'autres indicateurs. C'est un truc aussi que je dis souvent, c'est que faut pas chercher le backlink parfait, c'est un peu comme l'appart parfait. Tu vois, on aimerait tous trouver un appart avec rooftop, centre de Paris à 200 balles par mois, mais normalement ça n'existe pas, à moins que tu aies un réseau, comme tu as dit, à moins que tu aies des amis qui vont te mettre le lien ou quoi, normalement ça n'existe pas, quoi. Donc faut essayer de trouver le meilleur des mondes. Moi j'aime bien chercher un peu l'humain aussi, alors que ce soit l'humain sur un site web ou que ce soit l'humain en discutant avec quelqu'un ou autre, en échangeant. Là, typiquement, nous, on fait ce podcast. On pourrait faire ensuite un échange de liens, un échange d'articles sur les sites, en ajoutant du contenu de qualité derrière. Quoi. Vas-y. On lui a déjà annoncé qu'il payait sa présence alors qu'il croyait que c'était gratuit. Il est invité, il paye, il doit faire des liens. le pire traquenard, t'es payé sur Magnifique, mais ce que tu dis, Lucas, moi je suis hyper d'accord. Et ça me fait penser à nos échanges qu'on avait avec Léo. On vous mettra l'épisode. D'ailleurs, on a pas mal parlé de netlinking et lui, pareil, il a dépensé plus de 500 000 boules dans du netlinking. Et son constat, au final, à la fin, c'est qu'il n'y a pas une bonne façon de faire du netlinking. Tu vois, on peut lire des millions de conseils sur LinkedIn, sur Twitter.
Aujourd'hui, il faut juste dire, il n'y a pas une personne qui est capable de dire qu'est-ce qu'un vrai bon lien, tu vois. Et même, on l'avait vu avec le leak, tu vois, on n'a pas les pondérations dans le leak, mais par exemple, il parlait de lien existant, enfin, sur un article existant Ouais. versus lien sur un contenu neuf, donc un article invité qui vient de se publier versus un lien sur un article qui est déjà existant par rapport au fait que tu préfères un contenu neuf ou un contenu qui vit déjà, tu vois, il y a plein de pondérations et l'idée, voilà, c'est juste de tester, d'essayer et de varier. Je vois que tu as envie de dire quelque chose. Ouais, bah, je voulais compléter, c'est-à-dire que le lien, en fait, tu peux pas connaître le lien parfait à l'avance, Hmm. mais tu peux le connaître a posteriori. C'est-à-dire que pour moi, le meilleur indicateur de la qualité d'un lien, Hmm. mais c'est est-ce que ma campagne de lien a eu un impact sur mes Hmm. rankings? Et là, voilà, là c'est bon, terminé. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu attendes 2 mois, 3 mois pour vraiment avoir le truc total. Ça, c'est pour moi le meilleur indicateur. Est-ce qu'il y a eu un impact sur le trafic ou pas? Ça, tu ne peux pas le savoir à l'avance. C'est ça le souci. Ouais, Et ce qui a marché pour un site va peut-être pas marcher pour un autre site. ouais, c'est clair. Et t'as déjà fait ça, par exemple, juste sur, tu prends une page, tu fais rien du tout, c'est-à-dire aucun changement dans le contenu, aucune mise à jour, aucun nouveau lien interne, rien à part que du netlinking. Est-ce que c'est quelque chose que tu testes déjà, que tu as déjà pu tester dans ta carrière, ou tu as pu avoir des retours là-dessus pour en dire un peu plus à Que nos du, auditeurs? que du netlinking, Ouais, c'est-à-dire tu fais un test sur une page, c'est-à-dire que tu fait, n'ajoutes rien du tout, juste le facteur je netlinking. touche pas. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Ouais, ça, et c'est clair et net que ça marche, ça prend. Et ensuite, bon, bah, plus tu arrives dans un top 10 où il y a des enjeux en matière de comportement utilisateur, plus les règles changent. Ensuite, tu n'as pas forcément celui qui a le plus linké. Enfin, c'était le cas par le passé. Mais maintenant, c'est pas forcément celui qui a le plus bourriné en termes de liens qui va mécaniquement être le premier. Tu vas payer ton entrée dans le top 10. Et là, dans le top 10, ça va être des questions de réputation, de comportement, d'intention utilisateur, etc. Super intéressant. Bah, on va te poser la dernière question de ce podcast ultra riche. Merci à toi. La question, c'est sur l'intelligence artificielle, génération de contenu et intelligence artificielle. Quels sont les conseils que tu donnes, tu vois, quand tu fais une formation là-dessus? Mhm. Bah, alors, pour moi, il y a une mauvaise approche. La mauvaise approche, c'est tout simplement de, de faire un prompt en disant rédige-moi un article de 300 mots sur machin truc. Ça, pour moi, c'est vraiment à chier. C'est à jeter absolument. Il va falloir, à mon avis, vraiment utiliser l'IA comme un sparring partner pour potentiellement faire des allers-retours ou des choses comme ça. Mais l'IA, sa grosse force, c'est qu'elle peut, à partir d'un tout petit contenu, l'extrapoler. Elle va partir d'un truc et il suffit, si tu la chauffes bien, tu peux lui dire, bon ben, dis-moi de quoi on parle dans ce contenu-là, de quoi on a oublié de parler, qu'est-ce qui manque, etc. Donc on prend un petit, elle extrapole. Elle peut également prendre énormément de contenu et le condenser. Donc moi, un truc tout bête en matière de génération de contenu sur l'IA, je vais prendre des vidéos en anglais sur le sujet sur YouTube. Je vais extraire l'audio, je vais le passer dans Whisper ou dans voilà, ce qu'on veut pour avoir le texte en fait. Et là-dessus, je vais demander à l'IA, je vais lui passer un prompt, je vais lui dire fais-moi une analyse de tous ces textes-là. Et puis ensuite, tu fais un prompt comme ça en disant de quoi ça parle, pourquoi, machin, quels sont les points communs qui reviennent systématiquement, qu'est-ce qui a été oublié, fais des liens. Alors, il y a un truc là, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, c'est Notebook LM. Voilà, .google, ça c'est assez violent, c'est assez puissant. Et je pense que ça peut être pas mal. C'est-à-dire qu'il va falloir la feeder énormément. Parce que finalement, une IA, c'est quoi? C'est un prompt et c'est des données d'entrée. Et l'output va dépendre de ces deux choses-là. Et aussi, évidemment, un modèle. Mais ça, le modèle, on est tous soumis au même truc. Donc, le prompt, c'est assez facile finalement de faire un excellent prompt. Par contre, les données d'entrée, c'est là que tout va se jouer. Et pour moi, la génération de texte avec de l'IA, c'est essentiellement une question de données d'entrée. Qu'est-ce qu'on va lui fournir en données d'entrée? Le dernier petit truc aussi à savoir, à mon avis, les trucs vraiment importants, c'est la notion de zero shot, one shot et few shots. C'est-à-dire lui dire voilà mon prompt. C'est-à-dire que là, il va falloir lui donner des exemples en fait de ce qu'on attend d'elle. On va pouvoir lui prendre un exemple de texte qu'on a déjà rédigé. On va lui prendre un prompt avec des données d'entrée et
ce qu'on attend d'elle, donc on a déjà la solution, et on va dans une API, en fait, on va faire comme s'il y avait déjà eu un échange. Rédige-moi un texte là-dessus à partir de telle donnée, et on lui met déjà le résultat attendu. Donc ça, c'est un one-shot. Alors le zero-shot, c'est ce que tout le monde utilise généralement. On essaye de tout mettre dans le prompt, et on se dit, bah, j'espère qu'elle va me faire un bon truc. Alors que le one-shot, c'est lui donner un texte en entrée. Et le few shots, c'est de faire ça sur 2-3 exemples. Et donc ça peut permettre, par exemple, de copier un style de rédaction particulier. J'ai un ami qui a des sites et lui, il utilise un petit peu de temps en temps des emojis, mais que à des moments très particuliers. Et là, si j'essaye d'avoir une approche zéro shot en lui disant essaie d'utiliser un petit peu des emojis, mais pas trop, ça va être très galère d'obtenir exactement le résultat que je veux. Alors que si je lui montre question, réponse avec exactement la bonne utilisation d'emojis, lors de ma 3e question où je n'ai pas la réponse, elle va pouvoir me faire le contenu vraiment que j'attends. Et ça, c'est un truc en IA, c'est un truc vraiment très 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 puissant. Le few shot, c'est quelque chose qui est connu, que je ne vois pas trop passer nous dans notre sphère à nous SEO, et qui pourtant fonctionne énormément dans d'autres sujets, la classification, toutes ces choses-là. Donc 1, les données d'entrée, et 2, l'apprentissage, voilà, un vrai prompt assez costaud. Moi, c'est ça les conseils que je donnerais. Mais l'approche classique qui consiste à dire rédigeons un article de 300 mots sur tel thème, flemme. C'est un peu le stagiaire en fait, où tu lui dis bah, ça c'est pas bien, là ce que tu as fait c'est pas bien, fais mieux. Voilà les vidéos que tu dois regarder avant de créer le contenu, ce genre de truc, quoi. C'est ça, exactement. Exactement. C'est ça, c'est comme on le répète tout le temps, c'est peut-être un conseil bateau, mais c'est pas un remplaçant, c'est un assistant. Et c'est clairement ce que tu as dit ici. Et c'était Vincent Terrazi qui dit ça, il n'y a pas de mauvaise IA, il n'y a que des mauvais profs. Tu vois. C'est-à-dire que si tu n'es pas satisfait du résultat qui sort, c'est que tu l'as pas assez contraint, c'est que tu l'as pas assez donné d'infos, c'est que tu l'as pas assez nourri. Et si tu te plains, c'est que le problème c'est toi, tu vois, c'est que tu n'as pas été assez bon prof. Et je trouve ça fait tellement sens. Ouais, d'accord. En tout cas, je pense qu'on a bien nourri les auditeurs là avec l'épisode le plus long de la saison. Donc c'était un plaisir. Bah, merci Kevin, hein, c'était top. Merci beaucoup. Franchement, merci pour l'invitation. J'ai kiffé, hein, c'était génial. Et puis passe à la réunion quand tu veux. Et puis moi pareil, je passe à Maurice. Ce serait cool de se voir. En principe, je vais passer dans pas trop longtemps la réunion. On doit se voir. Trop bien. Merci à tous, à très vite. Ciao, ciao. Salut à tous.